Bonjour, et nous voici aujourd'hui avec le curé Albert Casadi, qui est notre curé de la paroisse de Rockland, à la Très Sainte Trinité, depuis le mois d'août. Et nous avons eu quelques mois avec Albert et nous avons appris à l'apprécier, à aimer son sens d'humour, sa foi, sa tendresse vraiment, lorsqu'il fait les messes et lorsqu'on le rencontre en personne. Alors on a pensé bon, on a cru bon vous l'amener en personne pour que vous le rencontriez et qui sait, venir voir la messe de temps en temps, regarder à la télévision ou même vous rendre en personne parce que je peux vous garantir que ce sera une expérience émouvante. Alors nous allons parler au curé Albert et apprendre un peu d'où vient cet homme très intéressant, très unique dans notre région, savoir quelles ont été ses expériences et quelles sont ses pensées. Alors, merci beaucoup, Albert, d'avoir fait le temps pour nous. Merci. Alors, Albert, vous venez de loin, vous venez du Congo. Je viens du Congo. Le Congo, il y en a deux Congos donc, en Afrique. Le petit qui était colonisé par les Français, qu'on appelle Congo-Brazzaville, et le grand, auquel j'appartiens, qui s'appelle Congo-Kinshasa, qui était colonisé par les Belges. Alors, tu as grandi avec le français comme ta première langue, ta deuxième langue? Le français au Congo est la langue officielle. Oui. J'ai ma langue maternelle qui s'appelle le Chiluba. Au Congo, on a plusieurs dialectes, des centaines de dialectes, mais les Belges ont fait pour nous quelque chose de beau, à la mesure où ils ont regroupé les différents dialectes en 4 langues qu'on appelle les langues nationales. Il y a le Chiluba qui est ma langue, il y a le Swahili, il y a le Lingala et le Kikongo. Alors moi je parle le Chiluba, je parle aussi le Lingala, mais le français c'est la langue officielle pour le Congo. Alors c'est pour ça que vous nous amenez ce très bel accent que tout le monde peut comprendre. Ah, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que les prêtres qui viennent du Haïti ont un accent qui est très difficile à comprendre dans la région. L'ouïe des gens de Clarence Rockland, de l'Est ontarien, peut-être n'est pas tellement adapté, mais avec toi, on n'a aucune difficulté à te comprendre. Je suis content d'entendre ça. Oh oui. Alors Albert, le Congo, tu l'as quitté, tu étais déjà prêtre lorsque tu as quitté le Congo? Oui, j'ai quitté le Congo, j'étais déjà prêtre. Je suis devenu prêtre en 1985, le 3 août. Quand j'ai quitté le Congo, pour la première fois, c'était en 91. J'étais allé en mission, pas en mission religieuse, mais en mission de travail. J'étais directeur du bureau diocésain pour le développement. Alors, en tant que directeur, je devais aller rencontrer les organismes de bienfaisance, les bailleurs de fonds, pour leur demander une aide afin de développer les diocèses auxquels j'appartenais. Parce que d'après ces organismes-là, ce qui est important, c'est qu'il faudra que la population trouve 25% du coût total du projet, et alors l'organisme peut financer le reste à hauteur de 75%. Alors il fallait que je fasse ce déplacement-là pour aller leur expliquer sur place l'importance des projets. C'était comme le captage de sources, c'était comme... Par captage de sources, tu veux dire de l'eau? Puiser de l'eau, oui. De l'eau, oui. Parce qu'avec l'urbanisation, le pays, le Congo, a essayé de faire surtout des routes qui fonctionnent comme des choses à vol d'oiseau. Au lieu d'aller suivre les villages où ils étaient, ils ont fait plutôt des lignes pour économiser de l'argent. Ils ont construit des routes allant par exemple de tel village à tel village, mais sans passer par d'autres villages qui étaient aux alentours. Alors ce qui faisait qu'au lieu de construire des routes de 200 km, ils vont à faire 200 km, mais qui vont comme tout droit. Alors les populations qui étaient au bord des rivières se retrouvaient comme délaissées. Alors les gens ont dit, autant aller le long de la grande route, parce que c'est là que le pays va se développer, le village va se développer. Alors, en partant de ces milieux-là,
ils vont s'installer au bord des grandes routes où il n'y a pas d'eau. Ah. Il faut alors aller chercher de l'eau là où ça se trouvait avant, capter cette eau-là, mettre dans un réservoir, la conduire jusqu'à une citerne pour pouvoir alimenter la population. Alors j'étais dans ce type de projet-là. Ce genre de choses me fait penser à un agent de développement économique, pas un prêtre. Comment est-ce que tu es devenu impliqué là-dedans? Je devais m'impliquer là-dedans parce que, au fond, si vous faites l'évangélisation sans pour autant toucher aux problèmes sociaux, aux problèmes de faim dans une population, l'évangile risque de passer tout simplement sur la tête déjà. Oui. Il faudra que quelque part, on puisse donc combiner les deux. S'occuper du matériel, mais s'occuper aussi du spirituel. Ah, c'est un très bon point, ça. Et ça a été... Avec cette expérience, j'imagine que tu t'es retrouvé en Belgique, oui. Tu as quitté le Congo. Oui, c'était à cause de cette expérience-là. Je suis allé en Belgique, je suis allé en France, je suis allé en Hollande, je suis allé en Allemagne. C'était à cause de ça, oui. Alors, c'était quelqu'un qui pouvait traiter des problèmes qui touchaient aux gens et que les gens comprenaient, et quelqu'un qui avait une certaine, crédibilité. Oui. 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 Alors, c'était pas simplement le bon Dieu veut que vous fassiez ça, il fallait expliquer. Oui, il fallait ça. Pourquoi les gens en avaient besoin. Oui. Bon, alors, Congo, Belgique, Hollande, Allemagne, France, c'est tout un projet, ça. Et finalement, au Canada. Oui. Est-ce que c'était ton choix? C'était le choix d'autres? Le Canada, c'était tout simplement le hasard. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai fini ma licence en théologie morale, j'avais demandé à mon évêque de m'envoyer dans un pays étranger pour pouvoir faire un doctorat en théologie. Alors, il m'avait dit qu'il n'avait pas d'argent. Et puis, là, j'ai dit, mais vous êtes évêque, vous pouvez quand même trouver une bourse pour moi. Il a dit, mais où? J'ai dit, mais ça peut être en Suisse, ça peut être en France, ça peut être en Italie, ça peut être en Belgique. Il m'a dit, ben, on va voir. Et pendant qu'il me disait ça, un ami qui venait à chaque été remplacer un autre prêtre, ça c'était en Gaspésie. Alors ce prêtre-là, qui s'appelle Dona Mulumba, avait donc demandé aux Oblats qu'il avait rencontré en Gaspésie, comme quoi est-ce qu'il y a moyen de parrainer un prêtre que je connais. Il prend de l'âge, mais il est intelligent, mais il peut quand même faire un doctorat. Alors les Oblats ont dit, si il a la permission de son évêque, en ce moment-là, on va lui donner le parrainage. On va le parrainer. C'est ainsi que je suis arrivé au Canada. Il n'y avait aucun projet pour que je vienne ici. Moi-même, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que j'allais faire mes études de doctorat en Suisse, en tout cas en Europe. Mais le fait de venir au Canada, c'était pour moi une surprise, mais une bonne surprise. Une bonne surprise. Oui, parce que j'ai fait une belle expérience ici. Les gens sont très fins, les gens sont très généreux, très agréables. Par rapport au vieux continent, l'Europe, parce que là-bas, il y a un peu de racisme. Pas, un peu? Oui, un peu. Beaucoup. Bon, je n'ai pas vécu ça de manière ostentatoire, mais il y en a un peu. Les amis qui vivaient là m'en parlaient, comme quoi en Europe, il y a le racisme. Mais ici, s'il y en a, mais on ne le sent pas. Peut-être à cause de la loi. Peut-être à cause de la loi, aussi peut-être un peu que nous sommes tous des immigrants ici. Ah, ok. Oui, okay. J'espère, du moins. Okay. On se retrouve les uns les autres. Okay. On sait que les premiers habitants avaient de la couleur, avaient de la belle couleur rouge. On les appelait les peaux rouges. On les appelait aussi, les Européens les appelaient les sauvages. Nous, on les appelle nos autochtones et nos grands-pères spirituels. Okay. Alors, je pense que oui, certainement les gens qui vivent au Canada depuis quelques générations, et même les nouveaux, ils ont l'esprit plus ouvert. Alors, je suis très contente que tu aies vu ça. Mais même parlant de racisme, j'imagine qu'au Congo, c'était le revers. Là, c'était les Blancs qui n'étaient pas tellement acceptés. Alors, c'était déjà...
Oui, Oui. l'expérience de Belges qui étaient arrivés là en premier, il faut dire que la population locale était méfiante à bien des égards parce qu'il y avait comme une espèce de complicité entre les populations qui étaient arabisées et puis avec certains blancs pour pouvoir faire la traite des noirs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, mais à la longue... Mais une histoire importante. Oui, oui. On y reviendra. À la longue, les deux populations sont comme acceptées mutuellement pour pouvoir finalement travailler ensemble et puis bâtir le Congo. Pour le moment, ça marche bien. Au début, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait comme attirer les Noirs avec du sel. Bon, maintenant, c'est autre chose. Alors, les deux populations sont très bien. Je ne connais pas beaucoup du Congo, mais j'espère qu'on aura bien des discussions et que tu m'enseigneras là-dessus parce que ça m'a toujours fasciné, l'Afrique, tout ce qui se passe en Afrique, les belles choses, les mauvaises choses. Oui. Un pays tellement magnifique, tellement sauvage, tellement plein de richesses, mais le peuple a eu une très dure histoire. Et je ne parle pas simplement de la présence des Blancs, mais entre eux-mêmes. Et j'en connais un peu de l'Ouganda. J'ai un très bon ami qui est un prêtre grec orthodoxe qui est allé, comme médecin, il a essayé d'établir une clinique et une église sur une île dans le lac Victoria. Non, sur le lac Victoria. Et il a eu beaucoup de difficultés. Et ça lui a causé beaucoup de peine, mais évidemment, c'est l'une des expériences de la vie que dans les peines, dans la douleur, on doit puiser dans soi-même, puiser dans sa foi, et on peut grandir. Et mon ami Gerasimos Cambites, il en est sorti après plusieurs années, et je peux espérer que ton expérience n'était pas aussi douloureuse. Mais d'une façon ou d'une autre, tu nous viens avec beaucoup de gentillesse. J'aime ça. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu reflètes beaucoup de gentillesse. Et normalement, c'est quelque chose avec laquelle une personne est née, mais c'est aussi quelque chose qui nous vient au fil des ans, des expériences. Oui. Ça n'a pas toujours été facile pour toi, j'imagine. C'est que je viens d'une famille de 7 enfants. Et quand je suis venu au monde, il s'est passé une dizaine d'années avant d'avoir Alexis qui vient après moi. Et j'ai grandi pendant 10 ans comme un enfant unique. Alors, quand on est un enfant unique, là, c'est très intéressant parce qu'on a toute l'attention de la famille. Oui. Alors, quand Alexis est arrivé, j'étais déjà âgé de 10 ans. Je pouvais quand même tolérer sa présence. Et puis, après ça, les parents me disaient toujours, en Afrique, quand on est là, c'est qu'on vit dans une famille. On n'est pas seul. Et aussi, quand tu vois les gens venir te rendre visite, il ne faut jamais regarder leurs jambes, parce que quand il y a 10 personnes, c'est 20 jambes. Il faut plutôt regarder la tête, parce que c'est juste une tête là. Même. Alors, il ne faut pas te faire... il ne faut pas te laisser intimider par le nombre de gens qui viennent te rendre visite. Alors, ça, c'était comme l'éducation que les parents me donnaient. En même temps aussi, ils m'ont toujours dit que quand tu accueilles bien la personne, même si tu ne lui donnes rien, mais le fait de lui faire un beau sourire, c'est déjà quelque chose de beau. Oui. Alors, la conversation est déjà commencée et il y a moyen de vivre une belle expérience avec cette personne-là, même si tu ne lui donnes pas de l'argent, même si tu ne lui donnes rien, mais le sourire, c'est déjà un bon départ. Alors, je suis resté comme avec ces choses-là, ce qui fait que je souris très facilement. Oui, ah oui, je souris c'est une bonne chose. Oui. Et je me rappelle quand je suis arrivé à Saint-Joseph d'Orléans, c'était ma première paroisse où j'ai commencé à travailler comme vicaire ici au Canada. J'avais rencontré un monsieur qui me disait « Albert, tu souris tellement bien que ça me fait beaucoup de joie. Alors, continue à sourire comme ça parce que... il y en a qui disent, en souriant, on va comme vieillir rapidement à cause de ces choses-là. Mais il dit, mais quand tu as ça,
à force de sourire, c'est mieux que quand ça vient, parce que ça va venir un jour. Que tu souris ou pas, ça va venir. Mais si c'est quelque chose qui est causé par le sourire, c'est encore beau que si c'est quelque chose qui n'est pas causé par le sourire. Oui, ça c'est bon. Ces rides nous viendront de toute façon. Oui, c'est ça. Alors, à un moment donné, après les instructions de tes parents, les conseils de tes parents, j'imagine que tu t'es rendu compte que ce sourire, ça te donnait un bon sentiment, ce sens de partage, de donner de toi. Et à un moment donné, tu as dû faire le lien avec le bon Dieu. Oui. Et je pense que j'aimerais discuter avec toi de ça lorsqu'on reviendra après la pause, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qui va nous toucher tous. Nous reviendrons dans quelques instants. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence, Rockland. Hosted by Catalin Poor, she talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. I-24. Big Cat B4. Bingo! Ah non, pas encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! TV Bingo, live from the TVC22 studio, every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. L'automne à TVC22! Hey! Comment t'as fait? Oh, il te fait là! Hey, t'as quel âge? Hey, va nager où? Alors, nous revoici. Parlons de ce jeune Albert avec le grand sourire qui un jour rencontre le bon Dieu. Et comment a été ton expérience? Mon expérience de prêtrise a commencé très tôt. C'est que je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 6-7 ans. J'avais un ami qui s'appelle François. Alors, à 6 ou 7 ans, il avait pratiquement le même âge que moi, il est décédé. Et puis on est allé au cimetière. Quand on est arrivé au cimetière, en voyant les crucifix, je me suis dit, un jour je vais aussi mourir comme François est mort. Alors il faut que je sois sérieux dans la vie. Si je ne suis pas sérieux, je risque d'aller en enfer. Alors c'était ça comme le point de départ. Alors le deuxième point qui m'a comme renforcé dans cette idée-là, c'est le décès d'un prêtre qui était recteur au petit séminaire. Il était comme le principal de l'école. Alors quand il est décédé, moi j'étais à l'école élémentaire catholique. On a mobilisé toute l'école pour qu'on aille assister à ses funérailles à la cathédrale. On arrive à la cathédrale, il était dans son cercueil, et puis cette partie c'était vitré, on pouvait voir son visage. Et puis il était habillé comme s'il célébrait la messe, avec l'aube, avec la chasuble. Et moi, en voyant le cadavre de ce prêtre-là, je me suis dit, cet homme doit aller au ciel, absolument. Ben, c'est comme ça que j'ai réfléchi à ce moment-là. Et puis je me suis dit, non, il faut que j'aille au séminaire, il faut que je devienne prêtre. Parce que si on est prêtre là, non seulement on va aller au ciel, mais en tout cas, Dieu apprécie beaucoup qu'on soit prêtre. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller au séminaire. Alors j'en ai parlé d'abord à ma mère. Je lui ai dit que j'avais la vocation sacerdotale. Je voudrais aller au petit séminaire pour devenir prêtre. Et ma mère disait, il n'en est pas question. Tu es l'aîné de la famille. Il faudra que tu te maries pour pouvoir
assurer la relève. Parce que nous, quand on va prendre de l'âge, c'est toi qui dois t'occuper de tes frères et de tes sœurs. Alors j'ai dit à ma mère, non, moi c'est plutôt la prêtrise qui m'intéresse. Ma mère est allée en parler à mon père. Mon père a dit, mais qu'il fasse ce qu'il veut. S'il veut devenir prêtre, son problème, qu'il fasse ce qu'il veut. Sans problème. Alors, je suis allé, avec l'appui de mon père, je suis allé au petit séminaire. Là, j'ai commencé le petit séminaire. Mais il y a quelque chose qui va se produire au petit séminaire, c'est que un jour, c'était mon tour d'aller trouver le directeur spirituel, parce que ce monsieur-là, le père Joseph, il rencontrait chaque séminariste pour lui poser la question suivante. Comment ça a commencé ta prêtrise? Comment peux-tu prétendre que tu veux devenir prêtre? Qu'est-ce qui t'anime à le devenir? Alors, quand c'était mon tour, il m'a posé la question, Albert, comment tu te retrouves ici? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir prêtre, à aspirer à la prêtrise? Je lui ai raconté les deux histoires, celle de François et celle du prêtre qui était décédé. Alors il me dit, bon, tu penses que quand quelqu'un est marié, il va aller en enfer? J'ai dit, mais s'il va au ciel, ce n'est pas la même place que le prêtre va occuper. Alors il dit, mais ton père et ta mère, ils sont mariés. Penses-tu qu'ils vont aller en enfer tout simplement parce qu'ils se sont mariés? Non, 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 mon père et ma mère vont aller au ciel. Alors il me dit, si ton père et ta mère vont aller au ciel, eux qui sont mariés, alors pourquoi prétendre que c'est seulement dans la prêtrise qu'on peut aller au ciel? Alors cet homme-là m'a fait comprendre que ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature dans le Christ. Peu importe qui on est, marié, célibataire, prêtre, laïque, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Et quand on fait des choses de cette façon-là, où qu'on soit, ingénieur de son, intervieweur, journaliste, tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature dans le Christ. Et quand on agit de cette façon-là, quel que soit là où on va aller au ciel. Et parfois, on peut être prêtre, on va en enfer, si on ne fait pas les choses comme il faut. Oui, c'est bien dit. Et c'est vrai, chacun d'entre nous avons la capacité de trouver le bon Dieu en nous, de suivre les pas de Jésus. Et quelle que soit notre vocation, nos intérêts, c'est à nous de faire les choix. C'est ce que le bon Dieu nous a donné. Oui. On n'est pas supposé être tous pareils. C'est ça. Oui, c'est vraiment une belle expérience d'avoir cette certitude. Et c'est une bonne chose que ce prêtre t'ait vraiment forcé à y réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça. C'est ça. Tu étais encore jeune? J'avais 12 ans. Oui. 12 ans, J'avais c'est 12 jeune. ans, oui. C'est donc jeune. J'avais 12 ans. Alors, c'était quelques années au petit séminaire et ensuite pour devenir prêtre. Donc, on entre au séminaire à 12 ans, au petit séminaire à 12 ans. On fait 6 ans là-bas. Le petit séminaire est comme l'équivalent de... Ici, il n'y a pas moins. Parce qu'ici, on ajoute, on finit la 6e année élémentaire, on ajoute, on dit la 7e, la 8e, jusqu'à la 12e. Oui. Mais en Afrique, on compte, dès qu'on compte les 6 premières années élémentaires, on dit qu'on a fait 6 ans d'école primaire, et puis on recommence. On dit première année secondaire, deuxième année secondaire, et jusqu'à la 6e année qui est la 12e année ici. Alors le petit séminaire, c'est comme les 6 dernières années, donc comme la 7e, la 8e, jusqu'à la 12e, ça le petit séminaire. Alors après le petit séminaire, qui est comme mon secondaire, quand je l'ai fini, je suis allé faire 3 ans de philosophie loin de chez moi, vraiment loin. Dans une autre province, on arrive dans cette province-là, on fait 70 km, on va dans la forêt équatoriale. Mais c'est un endroit bien aménagé, avec des maisons en étage, on ne dirait pas, mais un endroit bien aménagé pour former les prêtres. Alors là, j'ai fait 3 ans de philosophie. Après les 3 ans de philosophie, et comme mes notes étaient excellentes, mon diocèse a décidé de m'envoyer dans la capitale du pays, à Kinshasa, pour aller à l'université, où on formait aussi les prêtres et les laïcs qui aspiraient à devenir théologiens. Alors là, j'ai fait 5 ans de théologie, mais au bout de 4 ans de théologie, là, je suis devenu prêtre.
Et puis je suis retourné à cette faculté de la théologie pour faire la 5e année. Et après la 5e année, qui est comme la 2e licence, j'étais déjà prêtre. Et puis quand j'ai fini ça, je suis retourné au diocèse pour travailler d'abord comme vicaire. Le vicaire, c'est comme l'adjoint du curé. Alors j'étais vicaire dans une paroisse de campagne. J'ai travaillé dans cette paroisse-là pendant 6 mois. Mais comme je me déplaçais toujours, mon évêque a dit, quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est qu'il a peu d'intérêt pour le poste pour lequel il a été nommé. Alors, dans ce cas-là, je vais t'enlever de là pour t'envoyer dans un autre village, un peu plus ouvert, parce que je venais de la capitale. On m'avait envoyé dans un milieu où beaucoup de gens n'avaient pas le niveau même de l'école primaire. Il fallait comme tout retravailler, les vocables et les choses pour pouvoir adapter mes sermons à ces gens-là. Oui. Alors finalement, on m'a envoyé dans un autre village où c'était beaucoup plus ouvert. Là, j'ai fait 1 année et 6 mois. Et après ça, on m'a nommé au bureau diocésain pour le développement. Ça, c'était dans le chef-lieu de ma province, où j'ai travaillé environ 3 ou 4 ans. Et ainsi de suite, je commençais à changer de poste jusqu'à finalement venir ici au Canada. Oui. Alors, au Congo, on a beaucoup investi en Albert. Et soudain, Albert, il est parti. Est-ce que le Congo dit « Albert, reviens » Je n'avais pas l'intention de rester ici au Canada. Je voulais toujours finir et puis retourner. Ça, c'était mon objectif. Parce que j'ai toujours aimé enseigner et aussi rester dans une paroisse. Mais aller enseigner comme visiteur et puis revenir rester dans la paroisse. Un jour, un des curés que j'ai eu au Canada, c'est l'unique au fond que j'ai eu, il me dit, est-ce que tu aimerais rester au Canada? J'ai dit, non, je ne veux pas. Mais quand tu vas aller au Congo, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, au Congo, je vais enseigner et puis travailler comme curé dans une paroisse. Il dit, mais tu peux faire ça aussi. Tu enseignes déjà à Saint-Paul. Mais tu peux, tu travailles à la paroisse ici. Tu peux continuer à faire la même chose. Alors là, il m'en parlait tellement qu'à un moment donné, ça a comme réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit, dans ce cas-là, je vais aller demander la permission à mon évêque au Congo pour que je puisse finalement me faire incardiner au Canada, dans l'archidiocèse d'Ottawa. Parce que ça demande une excardination de la part de l'évêque qui est comme notre patron, là où j'étais avant, afin que celui d'ici puisse m'incardiner. Alors j'ai fait cette démarche-là. Ça a pris comme 3 ans parce que l'évêque du Congo ne voulait pas me lâcher. Ça, c'est sûr, il ne voulait pas me lâcher. Mais entre-temps, je lui disais, mais si vous ne me lâchez pas quelque part, je peux retourner au Congo, mais je ne donnerai pas les 100% de moi-même parce que ça sera un ministère que je vais assumer tout simplement par obéissance, mais sans pour autant que je sois moi-même tout à fait engagé. Tout à fait engagé, oui. Alors quand je lui ai dit ça, il a dit, en bout de ligne, ce qu'on cherche, c'est l'épanouissement du prêtre, mais aussi quelque part qu'il soit quelqu'un qui essaye d'être sensible aussi aux problèmes de son ancien diocèse. Alors, comme il avait identifié ces choses-là en moi, il a alors signé finalement la lettre d'excardination. Alors quand j'ai eu la lettre, je l'ai présentée à l'archevêque Monseigneur Prendergast, qui a finalement accepté de m'incardiner. Alors j'ai été incardiné en 2010. Ça a coïncidé avec ma nomination comme curé à la paroisse Saint-Rémy d'Ottawa. Un homme comme toi, qui a clairement un esprit inquisitif, je ne sais pas si c'est un anglicisme, qui cherche, qui veut connaître, veut apprendre des choses. Oui. Et il faut le laisser aller, il faut le laisser explorer, il faut le laisser avoir ses expériences et amener ses expériences à nous, ici, un autre pays qui a aussi la soif de connaissance et d'explorer ce qui est étranger. Et je pense que c'est l'une des belles choses au Canada, que nous avons cette liberté d'explorer.
Mais avec la liberté viennent aussi les défis, les situations difficiles, parce qu'on peut poser des questions un peu délicates et difficiles, même à notre prêtre. Mais c'est vrai que les gens n'osent pas tellement poser des questions difficiles à leur prêtre. Toutefois, je pense qu'avec toi, pour les gens qui te connaîtraient, ils se rendraient compte que c'est une chose qu'ils peuvent faire, parce que je pense, tu es sorti de la lignée traditionnelle des prêtres avec ta thèse, c'est évident. L'éthique de la... Dans le défi biomédical moderne. Le défi biomédical. Moderne, oui, et puis contribution de Jean Ladrière. Jean Ladrière, c'est un philosophe. Un philosophe. Un philosophe. Et puis les gens me demandaient toujours comment tu vas t'en sortir. Tu fais une thèse en théologie et puis tu prends un philosophe pour pouvoir comme soutenir ta thèse. Et comment tu vas faire la transition entre la philosophie et la théologie? J'ai dit, patientez là. Je vais trouver le moyen. Je vais trouver. Finalement, au fond, j'ai trouvé ça, oui. Alors, j'aimerais qu'on entre un peu là-dedans, oui. Parce que je ne savais pas qui était Jean Ladrière avant de me préparer pour cette entrevue. Mais lorsque j'ai regardé, j'étais impressionnée, vraiment impressionnée. C'est un homme qui est à un niveau supérieur. Oui. Et c'est un bon sujet d'étude pour tout le monde, avec son humilité, son ouverture d'esprit. Et nous avons ici quelqu'un qui est allé explorer dans tous les domaines. Alors, si tu pourrais nous en parler, ce serait fortement apprécié. Oui. Oui? Oui, alors, nous reviendrons dans quelques instants, Albert, parce qu'il faut prendre une pause. Oui. Et on ne tardera pas. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence, Rockland. Hosted by Catalin Poor, she talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. G53. N40. N40. Bingo! Comment ça, Bingo? TV Bingo, live from the TVC22 studio every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. L'automne à TVC22! Hey! I want that phone! Oh, il se fait là! Hey, t'as quel âge? Hey, va dans où? Catalin Poor invites you to watch her show, Cats About Town, where she talks and interviews local people about their jobs and other interesting subjects. Catalin asks good and interesting questions that cover topics that makes us think about our city and society in general. Catalin cares for our community and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Jean Ladrière, c'était un philosophe belge. Oui. Alors peut-être, lorsque tu étais en Belgique, tu as entendu parler de lui ou bien tu l'as découvert plus tard? Non, quand j'étais en philosophie, ça c'est vers les années 80. Je l'ai étudié en philosophie. Mais je ne savais pas qu'un jour je pouvais l'utiliser comme étant quelqu'un qui allait soutenir mes idées dans mes recherches de doctorat. En venant ici, mon sujet était général, parce qu'en Afrique, on entendait parler de clonage, des inséminations artificielles, des procréations médicalement assistées. En théologie, en éthique biomédicale, on entendait ces choses-là.
Et puis, les ouvrages que je lisais, il y en avait qui disaient on est pour, d'autres qui disaient on est contre. Alors moi, en venant au Canada, j'étais habité par la question suivante. Est-ce que c'est une chance ou une menace? Tout ce qu'on a fait comme progrès jusqu'ici. Alors en arrivant, je commençais à lire. Il y avait des ténors ici, comme Hubert Doucet. C'est un ténor ici. Alors en lisant les ouvrages de tous ceux qui avaient publié là-dessus, j'ai finalement découvert qu'on ne peut plus aujourd'hui dire on balaye ça du revers de la main. Ça ne nous intéresse pas. C'est impossible de faire comme ça. Maintenant, la question que je me suis posée plutôt après, c'était plutôt, maintenant que ça existe, quelle est la manière adéquate pour pouvoir les absorber de manière responsable? Et je suis arrivé à trois choses. La première, c'est que tout ce qu'on a comme progrès aujourd'hui, ça vient de la science moderne. C'est elle qui est comme la coupable dans ça. Et la personne qui a beaucoup travaillé sur la science moderne, c'est Jean Ladrière. Parce que pour lui, il dit, et quand le savoir était tout simplement de type contemplatif, comme le savoir grec, il n'y avait pas de problème. On connaissait, plus on connaissait, mieux on restait comme assis pour pouvoir contempler, admirer. Mais la science, le savoir moderne, de type scientifique, n'est plus au niveau de la contemplation. Quand on sait, on doit. Quand on sait, on peut. Celui qui ne sait pas, il est comme impuissant. Il faut plutôt savoir pour pouvoir. Alors, on a lié ensemble le pouvoir et le savoir. Parce que chaque fois que la science dit « je ne sais pas ça », quelque part, c'est comme si la science disait je suis incapable de faire ça. Et quand on est incapable, c'est que la nature peut facilement nous écraser. Il faut, dans les projets de la science, il faut toujours maîtriser tout ce qui est opaque, tout ce qui est naturel. Et plus on maîtrise ça, mieux on contrôle les choses. Mais la nature, ce n'est pas toujours facile de contrôler ça. Alors, c'était comme ma première piste était de maîtriser les présupposés de la science moderne comme point de départ pour comprendre les enjeux qui sont soulevés par les progrès biomédicaux modernes, disons. La deuxième piste était celle-ci. Les problèmes que posent les progrès qu'on a fait aujourd'hui sont tellement complexes que personne n'a de solution. Il faudra alors qu'on crée une espèce de table ronde, ce que moi j'appelle l'espace public, au sein de laquelle on va permettre à chacun de pouvoir apporter sa solution pour qu'ensemble on trouve une ligne de conduite à suivre. Et la troisième piste, enfin, c'est plutôt le fait qu'il faut tenir compte du terroir, là où les solutions vont être absorbées. Il faut qu'on tienne compte de la culture profonde de ces milieux-là. En Amérique du Nord, c'est plutôt les droits de la personne qu'on doit promouvoir. Si c'est en France, on dit mais quel type d'humanité on doit promouvoir. Alors, à partir de ces trois choses-là, on maîtrise les présupposés de la science moderne, on crée un espace public, on tient compte de la culture profonde comme milieu dans lequel va être absorbé les progrès scientifiques modernes. À ce moment-là, il y a moyen d'absorber ça de manière responsable. Alors Jean Ladrière a réfléchi sur les trois niveaux-là. Et quand on lit ses écrits, il a beaucoup écrit. Il a un langage beaucoup plus compliqué, mais à force de le lire, on finit par le comprendre. Alors, quand je l'ai compris, je me suis dit, c'est lui que je dois utiliser. Alors, je l'ai utilisé. Ma thèse était excellente. Elle est encore excellente. Et elle est disponible? Elle est disponible. Donc, oui. La maison... il y a une dame à Ottawa qui a une maison d'édition qui s'appelle Ginette Morin, les éditions Ginette Morin. Elle doit encore avoir quelques copies de ça. Oui. Je vais m'en procurer une parce que je suis vraiment très intéressée. Surtout maintenant que je sais un peu ce qui est à l'intérieur. Déjà, le titre m'attirait. Oui. J'ai entendu dire que Einstein était vraiment pas content de ce qu'il avait fait. Il était très content avec son cerveau, il était très content avec ses connaissances, mais il n'était pas du tout content avec ce qui est arrivé, avec la façon dont les êtres humains, les gens ont utilisé ces connaissances. La bombe atomique, évidemment, c'était l'un des produits de ce qu'il a fait.
Alors vraiment, la question d'éthique dans toutes nos connaissances est une grande question. Et c'est quelque chose que nos jeunes même doivent s'habituer à se questionner parce que avec toutes les connaissances qui sont à notre disposition maintenant, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Où est-ce qu'on va aboutir? Oui. Et c'est avec ça qu'on ne peut pas se séparer de notre spiritualité. On ne peut pas se séparer de ce qu'on sent avec le bon Dieu. La connaissance, c'est quelque chose qu'on apprend, mais la spiritualité, c'est quelque chose qu'on sent, qui nous guide. Vous êtes d'accord? Tu es Je suis d'accord? d'accord avec ça, oui. Oui. Que les questions fondamentales que l'on se pose, pas seulement comme adulte, mais aussi comme enfant. Enfant, déjà à l'âge de 7 ans-là, on entend des choses. Ce qu'on entend se résume au fond à 4 choses. C'est que la première question est d'où est-ce que nous venons? D'où est-ce que nous venons? Et la deuxième, c'est où est-ce que nous allons? La troisième, qui est-ce que nous sommes? Et la quatrième, enfin, c'est que devons-nous faire? Alors moi, ma formation, c'est que devons-nous faire? Je n'ai pas toutes les solutions. Je suis ouvert plutôt à l'espace public parce qu'il y a des questions qui sont parfois tellement complexes que ça exige qu'on écoute un peu tout le monde. Parce que dans l'éthique, c'est que l'éthique fonctionne avec ce qu'on appelle la raison pratique. La raison pratique, c'est la façon dont on doit agir. Et dans chaque personne humaine, il y a ce qu'on appelle la raison pratique. Même à un fou, on ne peut pas dire ce que la personne doit faire. La personne sait au départ ce qu'il faut faire. Mais bien sûr, l'expert en éthique est celui qui doit montrer les conséquences, les enjeux, les implications qui peuvent conduire à quelque chose qui ne marche pas. Mais savoir ce qu'on doit faire, chaque personne humaine a au-dedans d'elle-même la raison pratique. Sinon, on agirait à la place de tout le monde. Or, chacun dans son coin agit compte tenu des problèmes qu'il rencontre et puis qu'il essaye de solutionner à sa manière. Mais l'expertise, donc un expert en éthique est tout simplement indispensable pour montrer peut-être les conséquences de telle ou telle décision qu'on prendrait. Mais de façon générale, chacun a la capacité de pouvoir dire les choses. Je suis convaincu de cela et c'est pour cela que j'encourage fondamentalement l'espace public parce que ça permet de pouvoir trouver ensemble une solution pour que on adopte ça de manière communautaire et c'est beaucoup plus efficace que si on reste dans son coin, on décide seul et puis on vient avec ça pour imposer aux gens. Ça ne marche pas toujours. Non. Peut-être, en tout cas, en Afrique peut-être, mais pas ici. Mais c'est certain que nous avons tous un morceau du casse-tête. C'est ça. Et si on le met ensemble... Ah, c'est ça, oui. Et là, j'aime bien, je ne sais pas comment c'est en Afrique, mais j'aime bien la tradition des autochtones où les gens s'assoient en cercle lorsqu'il y a un problème à résoudre ou quelque chose à discuter, même si ce n'est pas un problème, et se passent la plume. Et chaque personne qui tient la plume a la parole. Mais avec la plume aussi, on se concentre et on sait d'où vient notre... Oui. Avec quoi on est relié. On n'est pas seul. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Ça, c'est très important. J'ai trouvé ça chez une amie qui est à Ottawa. Elle a même acheté, parce qu'elle a travaillé un peu avec, pas un peu, elle a travaillé beaucoup avec ces gens-là. Oui. Elle a acheté même une plume qu'elle garde dans son salon. Et une fois, il m'a expliqué ce que tu viens de dire là. Oui. Ce qui est très important dans ça, c'est que quand quelqu'un a la plume, il a le droit de parler et personne d'autre ne doit parler aussi longtemps que quelqu'un d'autre a plutôt la plume. Oui. Oui, on attend de recevoir la plume pour pouvoir parler. Ça, c'est très intéressant parce que des fois, les gens parlent en même temps. Oui. On ne sait plus s'entendre. Alors, je pense que c'est discipliné à ce niveau-là, comme les autochtones le font, c'est quelque chose de fondamental. On parle, quand on arrive à la fin, on dit « j'ai fini », on remet la plume au modérateur ou au chef de... À la prochaine personne. À la prochaine personne, et puis ça continue comme ça. C'est vrai. Si quelqu'un n'a pas à dire un mot, il passe la plume à quelqu'un d'autre. Exactement. Et puis on avance. Exactement. C'est vraiment fondamental. Parce qu'avec tout droit vient la responsabilité. C'est ça.
Et revenons un instant à cette question de responsabilité. En tant que curé, c'est une énorme responsabilité. Oui. C'est celui qui guide la vie spirituelle de la paroisse. Ça implique non seulement des sermons qui signifient quelque chose, qui touchent tout le monde, mais aussi des discussions, comme tu dis, en groupe, si ça se tient, dans ton bureau, si ça se tient, si ça arrive. Où est-ce que tu tournes lorsque tu ne sais plus quoi dire, lorsque tu ne sais plus quoi penser? Ça doit arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver si je n'ai pas... Par exemple, quelqu'un vient me voir, vient me consulter sur un problème qu'il vit, qui le tracasse. Et puis, je ne trouve pas des paroles à lui dire. Je vais lui dire tout simplement, on va prier. On va prier et puis le Seigneur va s'occuper de ton cas. Et puis, quelquefois, j'ai déjà recommandé des gens aussi à des professionnels. J'ai dit, mais c'est peut-être mieux d'aller trouver un psychiatre. Oui. Ou un psychologue un peu moins. Parce que la psychologie, nous l'avons tous appris. Je l'ai apprise aussi. Alors, mais tandis qu'un psychiatre, ça, c'est parce que lui est médecin. Oui. Alors, il m'arrive de recommander des gens professionnels. Parfois d'aller trouver des avocats. Parfois d'aller trouver des psychiatres. Parfois d'aller trouver aussi certains prêtres. D'autres prêtres que j'estime être meilleurs par rapport à moi en ce qui concerne tel ou tel dossier. Je le fais. Et c'est bien comme ça. Parce que si on pense qu'on sait tout, on risque d'induire les gens en erreur. Même si j'ai un doctorat, j'ai mes forces, mais même en tant que prêtre, il y a des domaines où je ne suis pas assez solide. Alors il faudra que je les reconnaisse et puis que je recommande la personne là où elle peut trouver quelque chose de solide. Et aussi, ce que je sais, je le transmets. Oui. Oui. Oui, parce tu que le transmets. le savoir, j'ai connu des gens qui, quand ils le savent, ils ne l'expliquent pas. Ils disent, nous gardons ça pour nous-mêmes. Pour être toujours un peu plus fort que oui. oui. Ça, c'est une autre Oui. histoire. Alors moi, ma devise, c'est que ce que je sais, je transmets. En même temps aussi, il faut que je le transmette dans un langage que quelqu'un peut facilement absorber. Parce que ma thèse, je pouvais facilement l'expliquer à ma grand-mère. Je peux lui dire ça dans ma langue, ce que j'ai écrit, et lui expliquer ça en un langage qu'elle va comprendre. Si je ne suis pas capable de le faire, c'est que moi-même, je n'ai pas bien compris mon affaire. Bonne observation. Très bonne observation. Oui. Maintenant, la prière. Lorsque j'étais jeune fille, et je pensais que j'allais me marier un jour, parce que moi, je ne pensais jamais à devenir religieuse, je pensais bien que j'allais faire partie d'une famille traditionnelle, je me disais, je voudrais me faire marier par un prêtre vieux, qui a vécu, qui connaît la vie, parce que je ne le savais pas alors, mais maintenant je crois que je savais quelque chose que je ne savais pas. C'était que ça prend quelqu'un avec quelques observations de la vie pour pouvoir transmettre le Saint-Esprit qu'il faut dans les sacrements. Pour moi, ça devait être quelqu'un de vieux. Je te connais maintenant un peu mieux et tu n'es pas aussi vieux que le prêtre auquel je pensais, mais je pense que tu en sais beaucoup de la transmission du Saint-Esprit. Je pense que tu parles en termes simples et scientifiques, mais dans tes yeux, je vois plus que ça. Et pour ça, je suis très, très encouragée pour notre paroisse, parce que nous en avons tous besoin. Et la prière, des fois, ça s'apprend avec la grâce individuelle, mais des fois, il faut que quelqu'un nous y mène. Ce n'est pas quelque chose qui est évident à tout le monde, et pourtant, c'est quelque chose de tellement puissant. Lorsque tu célèbres la messe, je sens vraiment quelque chose de très spécial. Et il faut le dire, parce que beaucoup de gens ont perdu confiance en l'Église. Et beaucoup de gens pensent que leur prêtre
n'est qu'une question de forme et qu'ils ont perdu le sens. Mais il y a des prêtres qui ne sont pas comme ça et je pense que tu en es un. Alors Albert, voilà, si tu étais blanc comme moi, tu serais tout rouge maintenant. Oui, si on parle. Mais je le crois fermement. Alors, ce que j'ai trouvé, j'espère que d'autres vont découvrir aussi. Et pour la prière, c'est quelque chose qui peut régler les problèmes du monde. Et on regarde autour de nous et on voit que le monde est plein de problèmes. Et on trouve les réponses dans la science, mais on peut aussi les trouver dans la prière. Dans la prière. Et dans les sacrements. Oui. Et je crois que lorsque tu nous es venu avec ton approche très différente, comme tu sais, nous avions un curé, Jean-François, qui venait et qui était comme un petit Jean-François. Il était plein de joie, plein d'amour. Il chantait quasiment 80% de la messe. C'était quelque chose qui engageait tellement. Ça faisait confiance, mais lorsque tu viens, c'est quelque chose de bien différent. Et même celui qui était entre vous deux, Jonathan, il avait sa propre façon. C'était un homme du peuple. Il était jeune, il voulait parler le langage des jeunes. Mais ce que tu nous as amené, et ce que tu vas nous amener, parce que je pense que tu es là pour 6 ans. Hein? Je l'espère. Oui, tu es là pour 6 ans. Alors, on va en apprendre des choses de toi. Et j'espère que tu vas apprendre des choses de nous pour amener un jour au Congo et peut-être amener un petit troupeau d'entre nous au Congo. Ce serait bien intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien, c'est génial. Je suis déjà allé au Congo avec Canadiens pour qu'ils puissent voir comment les choses se passent là-bas. Et puis, l'expérience était très positive. Oui. Parce que le Congo, c'est vaste, mais il y a un peu de tout. Oui. Il y a la pauvreté, il y a aussi la richesse. Le problème, c'est que la richesse qu'on a n'est pas gérée de manière adéquate. Il y a des vautours qui dirigent le pays, alors Eh oui. c'est là que des fois c'est compliqué. Parce qu'en regardant juste la richesse qu'on a, on n'a pas besoin de l'aide étrangère pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais les vautours qui sont là font plutôt autre chose. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive un peu partout dans le monde, où il y a d'énormes richesses. Oui. Mon propre mari vient du Venezuela, c'est la même histoire. C'est ça. Lorsqu'ils ont découvert le pétrole, ils ont dit, bon, c'est la destruction de notre pays. C'est ça. Et c'est pour ça, lorsque nous voyons ça, nous apprécions un peu mieux ce que nous avons ici. Oui. Oui. Alors, je sais que maintenant, il y a la question le mot m'échappe, avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? C'est la pastorale jeunesse. La pastorale jeunesse, exactement, oui. Merci. Lorsque la pastorale jeunesse regarde vers l'Amérique du Sud, c'est un peu la même histoire. Aller voir quelque part d'autre ce qu'ils peuvent découvrir en eux. C'est ça. Aller au Congo, j'imagine qu'ils découvriraient quelque chose... c'est un peu loin. C'est un peu loin, oui, c'est vrai. Mais... C'est un peu loin pour eux, oui. Parce que l'Amérique du Sud, c'est juste un avion de là. Mais, oui, ce serait quelques avions. Mais au Congo, ça prend quelques avions, oui. Parce qu'il faut d'abord aller soit en France et puis de là descendre vers le Congo. Ah, c'est vrai, oui? Oui. On ne peut pas aller directement? Non, il n'y a pas d'avion direct d'ici. Non. Et pourtant, on est proche des États-Unis. Hein, si on mettait un pont sur oui, c'est vrai. l'océan Atlantique, ce serait facile. Ce serait plus facile. Un de ces jours, peut-être, on pourra se transporter. Oui.
Oui, peut-être c'est pas quelque chose pour les groupes de la pastorale jeunesse, mais peut-être c'est quelque chose pour les groupes de les gens retraités qui ont un peu plus de temps, Oui. un peu plus d'argent. Oui, il y en a qui y vont. Il y en a qui y vont. Mais maintenant, c'est peut-être à cause de la maladie. Ebola a commencé au Congo. Ah Dans mon oui. pays. Le nom Ebola, ça vient d'une rivière de mon pays. Ah non, Ouais, ouais. quelle tristesse. Donc, dans le nord du Congo, il y a une petite rivière qui s'appelle Ebola. On a pris ce nom-là, on a donné à la maladie parce que c'est dans cette région-là que la maladie a commencé. Alors les Congolais, la plupart, bon, les scientifiques qui sont là ont réussi à juguler cette histoire-là. Il y a d'ailleurs un groupe de Congolais qui sont allés dans les pays touchés pour pouvoir aller aider parce qu'eux sont appris. Oui, On a été frappé par l'Ebola plusieurs fois. oui. Si tu vas sur Internet, tu verras que ça a commencé au Congo et le Congo a appris comment pouvoir s'attaquer à ça. Ils ont acquis une certaine expérience pour pouvoir faire face à ça. Mais ça reste une maladie mortelle qui tue beaucoup de gens, oui. Et pourtant maintenant on a vu qu'il y a des gens qui peuvent survivre avec Oui. les bonnes méthodes. Oui, oui, c'est ça. Et donc tout peut être survécu. Tout, c'est vrai. Et si ne s'est pas survécu cette fois-ci, on reviendra. C'est ça. Et on le fera comme il faut. C'est ça. Alors, non, je ne le savais pas. Je pensais que c'était en Libérie, vraiment, parce que c'est ce qu'on Non, entend ça a dans les commencé nouvelles. au Congo. Mais aussi, le sida a commencé au Congo. Tiens, C'est de là qu'il est parti. ce serait une question pour une thèse, ça, non? Mais pourquoi? Pourquoi donc? Oui, parce que pour faire le vaccin contre la poliomyélite, on doit prendre des organes sur les chimpanzés. Je pense qu'il y a eu comme une mauvaise manipulation à ce niveau-là. C'est au Congo. Et puis, c'est de là que c'est parti. Eh bien, eh bien. Si tu vas sur Internet, il y a même un documentaire qui est là-dessus, aux origines du sida. Oui, Alors, il y a un documentaire. Quand les témoins qui parlent là-dedans, ils parlent une des langues que je connais, ils parlent en lingala. Et je vois des régions où j'étais de passage, tu connais. où ils racontent comment les Occidentaux qui étaient là, comment ils manipulaient les choses et comment ils les envoyaient chercher les chimpanzés pour pouvoir aller prendre l'air ou des choses comme ça, pour pouvoir faire le vaccin contre la poliomyélite. Et c'est là qu'il y a eu, au fond, comme une espèce de... quelque chose a mal tourné. Oui, c'est ça. Oui, j'ai toujours été très triste pour Lou Gehrig, après qui on a nommé cette horrible maladie de ALS, amyloidosis, je ne sais plus comment ça se dit. Mais imagine d'avoir une maladie, une condition comme ça associée avec toi, comme être humain, même comme pays. Mais voilà, c'est là c'est ainsi que le monde fonctionne. Et un de ces jours, on comprendra pourquoi. C'est ça. Alors Albert, je te remercie infiniment pour ton temps. Cette entrevue a été des plus instructives. Merci et beaucoup. je crois que notre public comprendra un peu mieux pourquoi je voulais à tout prix faire cette entrevue. Merci beaucoup. Et que tu les retrouveras peut-être un jour, certainement un jour, à l'église. Merci. Tu auras bien des noms à te souvenir. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine parce que j'espère qu'on se retrouvera ici devant la caméra. Et je vous remercie aussi, j'espère que vous avez apprécié cette occasion pour rencontrer notre curé Albert, que tout le monde peut appeler Albert et tutoyer parce que c'est l'un de nous, notre frère. Et merci et bonne journée.